Moi, j'ai un problème avec le génie, en fait. J'ai un problème avec la définition du génie. Qu'est-ce que c'est? Le boléro de Ravel n'a pas du tout été composé pour être un tube planétaire. Dja-dja. Exactement, Dja-dja, c'est la même grille que I Got Rhythm de Gershwin. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans La musique et le reste, votre nouvelle émission, nouveau rendez-vous à retrouver sur YouTube mais également en podcast sur toutes vos plateformes habituelles. Dans La musique et le reste, on parle de musique, c'est facile, c'est dans le titre, mais également du reste. Et le reste, c'est quoi? Eh bien, ce sont des sujets qui vous intéressent, les mathématiques, les sciences, neurosciences, les arts sous toutes leurs formes. Et pour nous en parler, eh bien, j'ai à mes côtés Samuel Séné. Salut Samuel. Salut Julie. Alors Samuel, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, car tu es très actif sur les réseaux, notamment sur Instagram et sur TikTok. Tu es producteur musical du parc Disneyland Paris. Tu es compositeur, metteur en scène, entrepreneur également à la tête de cette structure. Et puis, tu apparais souvent sur les plateaux télé aux alentours du mois de juin, car ton nom apparaît sur la liste des plus jeunes bacheliers de France. Un bac que tu as eu à 14 ans. Tu as également eu ton agrég de maths à 19 ans, si je ne me trompe pas. Donc, beaucoup de matières grises mises au service de la musique. Pourquoi ce choix ? Parce que j'avais en effet à l'école normale supérieure commencé à diriger des orchestres et quand il a fallu faire un choix, j'ai été 2 ans professeur-chercheur après l'école normale, mais entre faire de la recherche forcément un peu solitaire et donner des cours tous les ans avec des programmes qui se répètent et de l'autre côté diriger des opéras tous les mois dans le monde entier, en fait, la deuxième option était beaucoup plus fun. Oui, on se comprend. Alors, pour ce premier épisode, eh bien, on a décidé de parler de musique, bien sûr, mais aussi de génie, d'intelligence. Donc, on va mêler tout ça. Faut-il être un génie pour composer des tubes? Question ouverte, n'hésitez pas à répondre en commentaire. Et je te laisse l'honneur d'ouvrir cette émission, mon cher Samuel. Alors, mon Dieu, qu'est-ce qu'un tube, en fait? Déjà. Qu'est-ce qu'un tube? Alors, c'est quelque chose qui reste en tête et qui va avoir un succès commercial. Et c'est vrai qu'on se pose toujours la question, qu'est-ce qui fait qu'une musique fonctionne ou pas? Déjà, une musique, c'est la résultante d'une mélodie, d'une harmonie et d'un rythme. Et donc, une chanson ou une musique qui va bien fonctionner, qui va être commercialement intéressante, il faut qu'elle plaise au plus grand nombre. Qu'elle soit un peu consensuelle, et pour ça, il faut qu'elle soit facilement retenable, qu'elle plaise de manière a priori universelle. On va en reparler. Donc il faut une mélodie assez simple, que l'on peut facilement chanter ou au moins retenir. Il faut ce qu'on appelle la dansabilité. Alors c'est un néologisme, dansabilité, mais en tout cas, il faut que le corps ait envie de s'exprimer. Alors, on a soit c'est du 120 BPM, 120 BPM, ça veut dire qu'il y a 2 temps toutes les secondes. Ça, c'est ce qu'on considère être le plus dansable, parce que quand le rythme cardiaque va monter, ça colle à un rythme cardiaque de 120. Bon, mais il y a d'autres musiques qui sont dansables dans d'autres conditions. Un slow, évidemment, c'est plus bas, parce quoique le cœur va monter aussi, ça dépend avec qui on danse. Mais donc la dansabilité, c'est la capacité qu'une musique a de donner envie au corps de s'exprimer. Très important, si le corps veut bouger dans une complexité rythmique, parce que pour le coup, il faut que le rythme soit construit, eh bien, le cerveau va être content, parce que tout vient du corps. À un moment donné, la musique a été faite à la base pour danser et s'exprimer corporellement. La mélodie, le rythme et l'harmonie. Il faut une harmonie, en tout cas donc une succession d'accords, qui soit, là encore, facilement compréhensible. Il ne faut pas que ce soit trop bête non plus. Il faut qu'il y ait une évolution, mais que toute oreille et donc tout cerveau auditif se dise « Ok, je suis en sécurité, je comprends la musique et j'aime ça ». Je vais t'expliquer au piano, ce sera plus simple. Les harmonies simples, ce sont des harmonies qui naturellement s'enchaînent et sont parfaitement compréhensibles. L'enchaînement de ces accords-là, qu'on appelle 1, 4, 5, ça permet de faire la bamba. Est-ce que ce sont les fameux accords magiques? Alors, les accords magiques, on appelle ça la progression 4 chords. C'est une progression à 4 accords. Là, je t'en ai fait 3. Ouais. Mais les accords magiques, ce sont ceux-là. Ces 4 accords-là, dans tous les sens, vont permettre de faire l'énorme majorité des chansons pop de la deuxième moitié du XXe siècle. Oui, c'est ça. Par exemple, dans Let It Be.
bah, cet enchaînement d'accords fait la même chose de libérer, délivrer, que je connais un petit peu à force de le faire. Donc, ces accords-là, ils sont facilement compréhensibles. Ils ne mettent pas en danger le spectateur. L'oreille les accepte et peut se concentrer sur la mélodie, le rythme ou les paroles dans le cas d'une chanson. Donc, si j'inverse ces 4 accords-là magiques, j'ai par exemple Stand By Me. Stand By Me. Typiquement. Ou bien, je vais rajouter, on appelle ça une anatole, un accord à l'intérieur. Gershwin l'avait fait par exemple dans I Got Rhythm. Donc cet enchaînement-là fait aussi partie de progressions très connues, très faciles. D'ailleurs, tiens, regarde quand je te fais ça. Jaja. Exactement, bah Jaja, c'est la même grille que I Got Rhythm de Gershwin. C'est Jaja, Gershwin, même combat. Gershwin, Jaja, même combat, très bien. Mais alors, ça me rappelle un petit peu aussi Pachelbel et les Maroon 5. Oui, je crois qu'il y a un lien, là encore. La succession d'accords de Pachelbel, ça s'appelle la succession canon. Comme le canon de Pachelbel, elle a un nom. C'est cette succession-là qui ne va pas vers une anatole, mais vers un 3e degré mineur, et qui revient, et qui fait... Mémorise. Etc. Et les Maroon 5, en effet, ont créé la chanson Memories en reprenant directement le canon pour ce qui est des couplets. Et dans le refrain, ils ont repris exactement la même grille, mais avec une autre mélodie. Si on ne reconnaît pas Pachelbel, c'est normal. Mais c'est exactement la même grille. Bah, ils ont eu du nez parce qu'en fait, en prenant ces successions mélodiques qu'on sait fonctionner depuis des siècles, Memories est un énorme succès. Et je pense que ce succès est en partie dû à l'utilisation d'une grille qui fait partie de l'inconscient culturel depuis des siècles. Memories, ils sont à 1 milliard de vues sur YouTube. En fait, c'est en partie grâce à la progression harmonique. Mais donc c'est quelque chose qui est habituel en fait pour le cerveau. Ce sont des enchaînements qui sont naturels finalement pour nous, et ce qui fait qu'on s'y accroche quelque part et qui fait que ça fonctionne. Le premier à avoir défini les règles pour écrire un tube, c'est Pythagore. Non. Bah si, parce qu'avant d'avoir fait son théorème de l'hypoténuse, il était aussi, en plus d'être philosophe et scientifique, il était musicien, et il a défini qu'une octave, il a remarqué qu'un son qui est analysé par le cerveau comme étant le même son, si je te fais cette note-là et cette note-là, elle a la même perception. On entend que ce n'est pas la même hauteur, mais c'est la même note, on appelle ça une octave. Pourquoi ? Parce que la fréquence, donc le nombre de fois que l'air va battre par seconde, la fréquence de la note du dessus, c'est le double de la fréquence de la note du dessous. Et Pythagore a dit, quand on fait ce double de fréquence, ou quand on divise une corde par 2, ça revient au même, on a un son qui est analysé comme étant le même par le cerveau. Et si on fait x3, on arrive à un intervalle qui est stable et qui nous remplit de joie, qui nous remplit d'ordre et que le cerveau comprend. Et toute l'harmonie est basée sur ce rapport mathématique. Pythagore a lié la beauté musicale aux mathématiques qui permettent d'enchaîner les accords magiques. Merci Pythagore. Donc, si on est bon en maths, si on arrive à faire un rythme répétitif, une mélodie simple, là, tu nous as donné la recette pour écrire un tube et grâce à toi, on va devenir millionnaire. Merci Samuel. Est-ce que ça suffit finalement Non, tout ça ? Si c'était aussi simple, ça se saurait. Il faut quand même d'autres éléments. Tu peux écrire le plus grand tube de l'histoire qui va respecter toutes ces règles. Bien sûr, t'as pas besoin de connaître les règles mathématiques, mais tu connais les règles solfégiques, tu appliques tout ce que j'ai raconté. Eh bien, ça restera pour toujours dans un tiroir ou dans ton disque dur de ta chambre si tu n'as pas la communication et le marketing pour le faire connaître. Il y a tout un contexte autour de la sortie et de l'existence d'une musique. Déjà, la communication.
je dis toujours, il y a le savoir-faire et le faire savoir. Et ça, c'est pas forcément du ressort de tous les artistes. Donc, il va falloir des producteurs, des diffuseurs, des médias qui vont promouvoir cette musique. Et après la communication, il y a le marketing, c'est-à-dire que la musique doit rentrer dans un contexte global, socio-culturel, et aussi plaire au plus grand nombre en étant marketée. Alors, j'explique. Il y a deux manières de promouvoir une musique, ou du moins de la faire vivre dans un contexte global. Il y a le storytelling et le marketing en tant que tel. Le storytelling, c'est le personnage de l'interprète, par exemple. Il y a ce que ça raconte. Il n'y a pas que la musique en tant que telle. Il y a des musiques qui peuvent être faibles musicalement, mais qui sont portées par un interprète. Ça, c'est tout ce qui va être le storytelling. Ça peut être Jaja. Par exemple. Exactement. C'est-à-dire que Jaja, en effet, c'est toute l'histoire, toutes les valeurs véhiculées par Aya Nakamura. Je ne parle pas en France, je parle à l'international, parce qu'évidemment, à l'international, il n'y a pas du tout le rapport à la polémique que l'on a, nous, sur la langue française. Mais c'est les valeurs de liberté, de féminité, qui sont véhiculées par l'interprète, outre son haut niveau de dansabilité. Jaja est très dansable et ça fonctionne. Je parle pas de goût, je dis pas qu'on doit aimer ou pas aimer, je ne fais qu'analyser. Et il y a l'arrivée d'une musique dans un contexte. Je suis passionné par les travaux de Noah Askin. Ce sont des travaux récents grâce aux plateformes comme Pandora qu'il a utilisées, qui regroupent des milliers et des milliers et des milliers de musiques depuis des décennies. Bien, ils ont pu mettre des algorithmes, faire travailler l'IA pour déterminer qu'est-ce qui fait qu'une musique va fonctionner ou pas. Et il s'est aperçu qu'il n'y a pas que mélodie, harmonie, dansabilité, il n'y a pas que la recette, il y a aussi le moment dans l'histoire où cette musique arrive. C'est-à-dire qu'il faut que une création musicale s'inscrive dans ce qui fonctionne déjà depuis quelques mois, avec un tout petit peu de différenciabilité pour qu'on reconnaisse la musique. Ça veut dire que Jaja, il y a 15 ans, n'aurait peut-être pas fonctionné. Il faut que ça s'insère dans un paysage global et qu'on vienne différencier un peu. Je vais te montrer deux exemples au piano pour que tu vois comment ça s'insère dans une musique connue avec une différence. Les travaux de Noah Askin ont déterminé qu'il y a une chanteuse qui est très très bonne pour ça en ce moment, c'est Adele. Adele, elle va prendre des accords magiques. Alors je vais prendre l'exemple de Skyfall. Là, on est sur les accords traditionnels. Elle aurait pu faire ça, mais elle va juste rajouter un accord qui est différenciable des autres. Je te montre l'introduction de Skyfall. Cet accord-là, qui fait que d'un coup, c'est Skyfall et pas une autre chanson. Donc il va le refaire plusieurs fois pour bien indiquer la différenciation. Et puis il y a le pont que j'adore quand elle fait... Cet accord-là, pareil, il n'est pas dans les accords magiques et il vient modifier et rendre cette chanson un vrai tube. Et bien sûr, le storytelling qui va avec, la chanson de James Bond, etc., etc. Et puis Adele qui est une interprète formidable. C'est l'ensemble de toutes ces recettes qui fait que ça va fonctionner. Je peux donner un autre exemple que j'aime bien. Une chanson, pareil, alors que tu connais. Gloria Gaynor. Gloria Gaynor, I Will Survive. Jusqu'ici, c'est une Anatole. Tu te souviens de l'Anatole? Oui. I Got Rhythm. Bon, c'est cette Anatole-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Attention. Cet accord-là, qui est un accord demi-diminué, qui fait que cette chanson n'est pas similaire à une autre. Et autre accord qui vient modifier. Cette différenciabilité fait partie des ingrédients qui font un tube. Donc effectivement, là, tu nous as démontré la différenciabilité pour faire de ce tube quelque chose de reconnaissable tout de suite. 3 accords, Adele, on la reconnaît tout de suite. Mais tu parlais également de la diffusion. Il y a eu un changement quand même au niveau de la télévision, de la radio, tous ces marchés-là. Comment ça a évolué et comment ce marché, cette diffusion, fait que même quelque chose d'un peu faible peut devenir un tube?
Avant même l'arrivée des médias, cet équilibre entre homogénéité, cohérence avec l'époque et différenciation, elle arrive au début du XXe siècle, parce que à ce moment-là, il y a une différence majeure en Amérique, à New York, entre le mode de création musicale et le mode de consommation musicale. Avant cette époque-là, on consommait de la musique en allant au concert. On prenait un ticket et on allait voir un artiste. Et début du XXe siècle, on a ce qu'on appelle Tin Pan Alley. Tin Pan Alley, c'était une rue à New York où tous les producteurs de musique et de spectacle étaient réunis. C'était tous les éditeurs qui étaient là. Et donc, tu avais des pianistes qui jouaient sans arrêt et qui vendaient de la musique directement en forme de partition. Donc, tu achetais une partition et tu n'allais plus au concert en achetant un ticket. Ça a changé complètement le rapport parce que tous ces compositeurs étaient au même endroit et devaient coller avec l'état d'esprit du moment parce que tout était concentré et en même temps être meilleur que son voisin. D'ailleurs, on appelle ça Tin Pan Alley parce que c'est le bruit d'une poêle en fer, tin pan. Tous les pianos un peu bastringues qui jouaient en même temps créaient un son comme si on tapait sur des poêles. Voilà, et ça s'appelle Tin Pan Alley, une expression qui est restée encore aujourd'hui. L'autre changement, eh bien, c'est milieu du XXe siècle, avec l'arrivée des médias, donc radio et télévision surtout. Le premier artiste dont on considère que la carrière a été profondément poussée et donc modifiée par les médias, c'est Elvis Presley. C'est grâce au passage télévision que Presley est devenu le monstre du XXe siècle, dans le bon sens. Je dis, attention, c'était un très grand artiste, avec des très grandes chansons, mais ce cas spécifique d'Elvis Presley est arrivé dans l'histoire poussé par les médias. Le mode de consommation était maintenant la télévision, la radio, l'achat des disques vinyles, puis ensuite des CD. Et bon, aujourd'hui, ce sont les plateformes. Mais donc, à chaque mode de consommation, un marketing qui va être différent, une histoire que l'on va raconter. Et donc, la création d'un tube dépend très, très fortement de son mode de diffusion et de consommation. D'accord, là tu parles d'Elvis qui était quand même considéré comme un génie du rock, King of Rock. Quand on parle de génie, moi tout de suite je vais penser aussi à Mozart, qui est donc le petit génie de la musique classique. Là tu peux pas me dire qu'il y avait ce mode de diffusion-là, il n'a pas profité de ces choses-là. Donc il y a forcément quand même une part de génie, sinon tu ne fais pas 20, 30 ans, 50 ans de carrière. Donc le génie là est obligé quand même d'être mis en avant sur ces faiseurs de tubes. Il en cumule quand même pas mal, notre ami Mozart. Mozart cumule beaucoup de tubes, mais j'ose dire que Mozart n'est pas un génie. Je t'explique pourquoi. Ça va réagir en commentaire, là encore. Je t'explique pourquoi, parce qu'en fait, déjà, il faudrait définir ce que c'est que le génie, d'un côté, on va y revenir, et puis de l'autre, dans Mozart, il y a aussi, dans le mythe Mozart, énormément de storytelling. Déjà, le storytelling. Mozart, il n'est pas arrivé de nulle part, d'accord ? C'était un petit singe savant qui était poussé par son père, qui était professeur de violon. Son père avait décidé dès la naissance que Mozart et sa sœur allaient devenir des enfants de foire et faire des tours partout, musicaux. Et donc, ils ont été baignés dans la musique depuis leur plus jeune âge. On peut quand même plutôt parler de conditionnement social dans le cas de Mozart. Ensuite, il y a énormément d'histoires qu'on raconte qui ne sont pas forcément vraies ou vérifiées. On dit que Mozart, c'est incroyable, a réécrit intégralement d'oreille le Miserere d'Allegri. Oui. D'accord ? Dans cette histoire précise, on a les travaux de Pierre le Marquis qui indiquent, premièrement, il avait 14 ans, il n'était pas si jeune que ça. Le Miserere d'Allegri est une musique extrêmement répétitive. Donc quand on l'écoute un soir, on l'écoute sur plusieurs fois. C'est un thème qui revient 15, 20, 30 fois. Et en fait, on a des écrits qui prouvent que Mozart est revenu le lendemain pour vérifier qu'il l'avait bien pris. Il ne l'a pas fait pour se la péter, il l'a fait parce qu'à l'époque, il était interdit d'écrire cette musique religieuse. C'était forcément une musique orale. Et donc, il faisait exprès de venir noter la musique, mais on n'a aucune preuve qu'il l'a correctement fait. Parce qu'on n'a pas la partition d'origine. Et celle qu'on a retrouvée il y a quelques années, en fait, n'était pas exactement le Miserere d'Allegri de l'époque, parce que c'est une partition qui était constamment évolutive. Donc, oui, d'accord, évidemment, il y a du talent pour un adolescent de 14 ans de reprendre d'oreille une musique, mais il y a surtout énormément de storytelling autour pour dire « Oh, c'est incroyable », on n'en a pas de preuves. Moi, j'ai un problème avec le génie, en fait. J'ai un problème avec la définition
du génie. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu entends par là ? Si tu entends par génie des capacités exceptionnelles et un grand talent, oui, d'accord. Mozart avait du talent et des capacités pour son époque exceptionnelles d'écrire de très belles musiques. Ce que je n'aime pas dans ce qui est implicitement déterminé dans la notion de génie, c'est la croyance qu'il y a quelque chose de plus grand que nous tous qui arrive, ou quelque chose d'inné qui serait arrivé et qui fait que des personnes ont plus de génie qu'un autre, et ça crée un jugement de valeur. J'ai beaucoup de mal avec ça. C'est cette inégalité à la naissance, finalement, que tu rejettes. Oui. Alors, c'est un sujet qui me concerne effectivement aussi beaucoup, parce que, comme tu l'as dit, j'ai une scolarité précoce. Alors aujourd'hui, à l'époque, on disait surdoué ou enfant précoce. Oui. Aujourd'hui, on dit HPI, haut potentiel intellectuel. Ce mot-là n'est pas mauvais, parce qu'on parle de potentiel. Ça ne veut pas dire qu'on le réalise, ce potentiel. Ça veut juste dire qu'il y a des capacités. Les tests qui sont faits scientifiques, médicaux sur les HPI parlent d'une vitesse neuronale plus importante ou d'une dissociation des deux hémisphères. Mais attention, ces tests-là, ils sont faits seulement sur des enfants qui ont au moins 7-8 ans ou plus. Donc, à aucun moment, on a de preuve que, à la naissance ou dans la vie intra-utérine, il y a déjà, dans la loterie génétique, quelque chose qui vient faire des êtres supérieurs à d'autres. J'ai un vrai problème avec ça. Je pense que l'inné n'est quasi pour rien dans les capacités d'un être humain par rapport à l'acquis. L'acquis est tout. Je préfère considérer qu'on a tous une forme de loterie génétique, bien sûr, mais qui n'est rien par rapport à ce qu'on en fait, par rapport aux gènes qu'on va exprimer, par rapport au travail que l'on va donner, par rapport à l'éducation, à la culture, au contexte socio-culturel dans lequel on va arriver. C'est l'ensemble de tous ces éléments qui va créer une spécificité, qui fait de nous tous des êtres différents, et certains vont effectivement développer un talent dans un domaine particulier. Mais c'est de l'acquis et pas de l'inné. Sinon, on rentre dans une forme d'eugénisme qui m'est insupportable. C'est pas de l'eugénisme, on peut juste accepter le fait que certaines personnes vont naître avec quelque chose. Oui, t'aimes pas ça, mais de le dire en plus. Là, je pense à Michael Jackson. On peut le comparer un petit peu à Mozart. C'est le King of Pop. On est sur un génie aussi de la musique, de la personne, qui a un petit peu finalement le même parcours que lui, avec un père qui l'a surentraîné. Mais je pense qu'il y a énormément de parents qui ont porté leurs enfants vraiment à un niveau d'excellence. Et pourtant, ces enfants-là n'ont pas fait des génies plus tard, tu vois ce que je veux dire ? Donc il y a quand même quelque chose en plus, même si c'est terriblement injuste, mais il y a quand même quelque chose. Que ça te plaise ou non. Non, et puis il y a aussi des gens qui font des carrières formidables et qui n'ont pas forcément à la base un talent aussi, particulier. Bien sûr. Je vais pas donner de nom parce que je vais choquer des gens en disant Mylène Farmer par exemple, mais il y a des carrières beaucoup d'images. Là, c'est un grand travail sur l'image, Mylène Farmer. Donc, je pense que cette recette-là n'est pas possible à réellement décortiquer, et surtout, c'est une question de positionnement. Moi, je ne veux pas défendre la notion de génie inné. Il n'y a aucune étude scientifique qui vient dire que certains naissent plus intelligents. Et je préfère que l'on soit responsable, nous, de ce qu'on est, de ce qu'on transmet à nos enfants, de ce qu'on décide de faire, du travail que l'on va faire. On a déjà énormément de loterie dans les circonstances, c'est-à-dire qu'il suffit d'arriver dans telle famille, ce qu'on appelle dans être bien tel né. pays, oui, être bien né, c'est déjà une énorme loterie. Si on devait rajouter la loterie génétique, alors qu'on sait depuis maintenant plusieurs années que l'épigénétique est là, c'est-à-dire que certains gènes vont s'exprimer, d'autres pas, et que cela dépend de tout. Donc beaucoup des névroses, quand je parle de névrose, c'est dit avec beaucoup d'amour, c'est pas un problème psychiatrique, une névrose, c'est un réflexe neuronal, c'est-à-dire en fait une grille d'analyse du monde et de réponse du monde. C'est une sorte d'algorithme personnel. C'est ça que j'appelle névrose. Donc un réflexe de réaction et un travail, eh bien on va être dans des grilles de névrose, dans des grilles de croyances, et c'est là qu'est la valeur de ce qu'on fait. L'important, c'est pas ce qu'on a, c'est ce qu'on en fait. Regarde, dans le cas de jumeaux homozygotes, donc qui ont exactement le même bagage génétique, on va se retrouver avec
des passions qui vont se révéler chez l'un et pas chez l'autre, des talents qui vont se révéler chez l'un ou pas chez l'autre. On a même vu des cas extrêmement rares, mais d'un jumeau qui avait un diabète de type 1 génétique et l'autre pas, chez des jumeaux homozygotes. Parce que, à un moment donné, un événement peut complètement changer l'expression de cette loterie génétique. Tu connais l'effet papillon. Tu sais, un battement d'aile quelque part va déclencher une tempête ailleurs. Ça, c'est un nom, c'est la théorie du chaos, et on a fêté les 130 ans de la théorie du chaos. C'est Henri Poincaré qui, le premier, a dit on ne peut pas du tout prévoir la météo, les phénomènes climatiques, et qui a commencé à définir la théorie du chaos, même si c'est depuis 1970 que cette théorie est mathématiquement reconnue. C'est quoi la théorie du chaos ? C'est qu'un micro-événement va avoir des répercussions qui vont devenir exponentielles et qui rendent tout événement non prédictible tant qu'il n'est pas arrivé. Une fois qu'il est arrivé, on pourrait dire, d'accord, c'est donc l'enchaînement de toutes ces choses qui ont créé un talent, une passion, un événement, mais tant que ce n'est pas arrivé, n'importe quoi, même un coup de froid, même une phrase qui a été entendue à un moment donné où j'avais avalé de travers, tout ça va créer des grilles de croyances, va créer des schémas neuronaux, va créer ce que j'appelle donc des névroses, mais des névroses pas forcément limitantes, aussi des névroses constructives. Et donc, cette théorie du chaos serait une analyse mathématique permettant de définir qu'il y a des gens qui ont plus de génie que d'autres, mais tu comprends pourquoi je n'aime pas cette notion de cadeau tombé du ciel. Donc là, si on reprend ton exemple des deux jumeaux qui grandissent dans la même famille, même culture, même code, il va y avoir un jour de pluie où on n'aura pas mis le petit chapeau à l'un, on l'a mis avant l'autre. Et ça va créer plus tard, peut-être, une autre histoire. Et donc, les deux vont prendre un chemin différent. Exactement. C'est ce qui me permet de dire que même si Mozart et sa sœur, donc Wolfgang et sa sœur... Et oui, qui avait autant de talent que lui, rappelons-le quand même. Exactement. Mais, alors, pour des raisons qui ne sont pas... Mozart était un génie meilleur que sa sœur. Non. Pour des raisons de storytelling, des raisons de choix personnels, de conditionnement, même s'ils ont vécu les mêmes choses les premières années de leur vie, eh bien, ils ont quand même été légèrement différents parce qu'ils étaient à plusieurs mètres l'un de l'autre. Ça suffit à rendre les gens différents. Mais parce que le père a souhaité ça. Et voilà, et j'allais dire, et puis d'un point de vue socioculturel, Mozart était un garçon, sa sœur était une fille, et évidemment, cela a poussé l'un plus que l'autre. Mais non, Mozart n'était pas plus génial que sa sœur, et pas plus génial qu'un autre. J'aimerais qu'on fasse un petit pas de côté pour revenir au tube et expliquer le tube inattendu. Il y a beaucoup d'histoires comme ça, de petits tubes qui ont été écrits sur un coin de table et qui sont devenus des monuments de la musique. Comment on peut expliquer ce tube inattendu ? Par exemple, le boléro de Ravel n'a pas du tout été composé pour être un tube planétaire. C'est un exercice d'orchestration. Maurice Ravel, il l'a écrit comme exercice pour voir comment est-ce qu'un thème pouvait se développer dans l'orchestre pendant de longues minutes et... De très longues minutes. Et c'est devenu un tube, je ne pense pas par rapport à sa simplicité. Alors oui, il y a une simplicité rythmique, il y a ce côté trans dans le boléro de Ravel, mais aussi parce qu'il y a une sincérité dans le travail. Et je crois qu'il y a beaucoup de chansons qui arrivent et deviennent des tubes planétaires parce qu'il y a un travail énorme, un talent énorme, et je crois une volonté de dire quelque chose. Regarde, Bohemian Rhapsody, ça ne correspond absolument pas à une... Attention à ce que tu veux dire. Ah non, mais j'adore Bohemian Rhapsody, je dis juste que ça n'a pas du tout les caractéristiques du tube dont j'ai parlé. En termes de structure, c'est quand même du grand n'importe quoi. Mais dans le sens que c'est génial, mais ça ne correspond pas à une chanson traditionnelle du tout. Et pourtant, c'est incroyable. C'est incroyable pourquoi ? Certes, parce que c'est nouveau. Mais quand on dit c'est génial, ça veut dire quoi c'est génial ? Dans ce cas précis, ça veut juste dire qu'il y avait un besoin d'expression de la part de tous les artistes de Queen pour raconter ça, une envie, une sincérité dans le travail. Je suis convaincu que, d'un côté, le marketing peut pousser des produits très très loin, et de l'autre côté, il y a le besoin viscéral d'un artiste de raconter quelque chose qui va se transmettre. Cette intention de partage, de transmission, ce besoin de décrire le monde. Les artistes sont des poètes qui doivent donner un miroir sur le monde. Quand ils sont dans cette forme d'engagement,
et de sincérité, il y a une énergie qui va passer, qui va être beaucoup plus forte. Et donc le mieux, c'est quand il y a les deux en même temps. Ça, c'est pour le coup malheureusement rare, parce que le besoin de l'artiste d'exprimer quelque chose va se heurter à ce qu'on croit être le marketing, c'est-à-dire faire plaisir aux gens. Oui. Mais parfois, on arrive à faire l'un sans l'autre, et parfois, on arrive à faire les deux en même temps, et c'est l'idéal. Donc, réponse à la question, nul besoin d'être un génie pour écrire un tube. En revanche, beaucoup de travail. Beaucoup de travail, beaucoup de culture, beaucoup d'écoute, s'ouvrir au monde énormément, et puis laisser le talent se construire au fil des années, et puis avoir un bon producteur très riche, ça aide aussi. Merci beaucoup Samuel, j'espère que ce premier épisode de La musique et le reste vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, on prendra le temps de tout lire, et même si vous avez des sujets à aborder avec Samuel, eh bien laissez-nous tout ça en bas de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne La musique et le reste, et si vous souhaitez encore plus de contenu, eh bien vous pouvez aller visiter les comptes TikTok, Instagram, vous tapez simplement Samuel Séné, il n'y en a qu'un et vous le trouverez. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de La musique et le reste. À bientôt.